Dans l'actualité du 13h15, le président taïwanais Ma Ying-jeou a achevé son voyage de quelques heures au Burkina Faso. Malgré le bref séjour, il a eu le temps de revisiter les pages de la coopération Burkina-Taïwan avec son homologue Blaise Compaoré. Simon Gongo nous en dira plus dans ce journal. Et puis en Égypte, le 3e anniversaire de la chute de Moubarak célébré dans le sang. Les partisans du président déchu par l'armée Mohamed Morsi étaient indésirables à ces commémorations. Ils ont été chargés par la police, bilan une quarantaine de morts. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Le 2 février prochain, le Burkina Faso et Taïwan auront 20 ans de coopération. Arrivés à Ouagadougou dans la soirée du samedi, les présidents Ma et Compaoré ont revisité les pages de cette coopération. Au bilan, la santé, l'agriculture, en somme, plusieurs projets de développement ont été réalisés. Les deux parties ont ainsi parlé de la vision pour les années à venir. C'était au cours d'un dîner offert hier au palais de Kosiam. Simon Gongo. Je suis très heureuse de retrouver Monsieur le Président Compaoré. Quelques mots en français pour dire sa joie d'être au Burkina. Le président Ma a juste quelques heures de séjour au Burkina, mais suffisant pour faire le bilan de la coopération entre la République de Chine et le Burkina Faso. Le 2 février prochain, les deux pays auront 20 ans de coopération. À deux, et face aux journalistes, ils ont cité la santé, l'agriculture, la formation professionnelle comme domaines qui en ont profité. Mais c'est dans cet échange de tous que chaque partie fait son bilan. Le rapprochement continu des deux peuples burkinabé et taïwanais s'appuie sur un socle solide, celui de l'amitié vraie, du respect mutuel et de la solidarité agissante, exprimée à travers des projets de coopération inspirés d'une volonté commune de promouvoir le bien-être et la prospérité des populations en termes de bonne santé, d'accès aux connaissances scientifiques et technologiques, d'amélioration des performances professionnelles, de maîtrise de l'eau, de croissance des secteurs de l'agriculture et des infrastructures et enfin de préservation des équilibres écologiques. Pour la partie burkinabé, c'est l'appui au rayonnement international de Taïwan qui compte. Et là aussi, la voix de la République de Chine porte. De 1994 à nos jours, le pays a été reconnu par plusieurs organisations internationales. Excellence, je relève avec satisfaction que les actions soutenues et légitimes déployées par le gouvernement et le peuple taïwanais en vue d'une plus grande reconnaissance internationale de votre pays sont progressivement couronnées de succès. Il en est ainsi de l'entrée effective de la République de Chine, Taïwan dans l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation de l'aviation civile internationale. Pour le président de la République de Chine, parmi les pays africains qui échangent avec Taïwan, le Burkina est le plus important. La similitude entre les deux pays les condamne à rester ensemble, dit-il. D'après un sondage effectué par l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou, à l'égard de l'assistance extérieure apportée par des pays étrangers, la République de Chine se classe en tête avec un taux de satisfaction de 91,45%, suivi en deuxième position par les États-Unis. La République de Chine et le Burkina Faso ont beaucoup en commun. Pays dépourvu de ressources naturelles, mais doté d'une population diligente et consciencieuse. Je suis pleinement confiant quant à l'avenir du Burkina Faso et tout à fait disposé à faire partager au Burkina Faso notre expérience de développement. Dans les jours à venir, les deux pays vont se retrouver pour décliner un programme commun de développement. Mais ce soir, c'est autour d'un verre que Burkinabé et Taïwanais ont trinqué à l'honneur de l'amitié et la coopération entre les deux pays. Et puis, sitôt achevé, le président taïwanais a repris son vol aux environs de minuit. Ma Ying-jeou et sa délégation ont été accompagnés à l'aéroport international de Ouagadougou, comme vous pouvez le voir sur ces images, par le chef de gouvernement burkinabé. Après une séance de travail bien remplie, Taïwanais et Burkinabés se sont donc quittés de nouveau, avec de nouveaux défis à relever dans leur coopération.
Une semaine pour célébrer les arts culinaires au Burkina Faso, en effet, du 25 janvier au 2 février prochain. À Ouagadougou, la CENAC vous offre l'occasion de déguster des mets locaux et d'apprécier le talent de cordon bleu des femmes burkinabés. Marguerite Douagno et Yacouba Gamene ont goûté à quelques plats pour nous, compte rendu. Des œufs de maïs, au gonré surprise. En passant par le lait d'arachide, les femmes burkinabées ne se fixent plus aucune limite dans la transformation et la cuisine des produits locaux. Et la Semaine nationale des arts culinaires depuis 3 ans offre une tribune pour l'expression de ce savoir-faire. C'était la première fois que je voyais des fleurs de nénuphar faites en couscous. Et pour moi, c'était vraiment une nouveauté et vraiment, ça vaut la peine de venir visiter parce qu'on a quand même beaucoup de produits qu'on nous présente de notre terroir. De l'autonomisation des femmes et de la valorisation des produits de l'agriculture, c'est de cela dont il est question ici. La pertinence de la CENAC est donc plus qu'une évidence et ce n'est pas la ministre de la Promotion de la Femme et du Genre qui dira le contraire. Nous avons réuni cette année les producteurs, les transformateurs et les consommateurs. Et ceux qui sont dans le domaine de la production, en voyant les consommateurs choisir ce qui leur plaît, ils peuvent savoir qu'est-ce qu'il faut cultiver pour ne pas cultiver des produits qui ne seront pas consommés. Et comme nous voulons promouvoir la consommation des produits locaux, donc il faut vraiment, cette exposition par exemple est une opportunité de rencontre pour que les gens puissent nouer des contacts pour des partenariats futurs. Et l'art culinaire qui participe à la création d'emplois. Les organisateurs de la CENAC 2014 veulent y croire, mais les partenaires, eux, en sont convaincus. La lutte contre la pauvreté commence avec la valorisation de ce que nous avons. Et c'est vraiment une bonne expérience que je ne n'oublierai jamais. La CENAC se tient du 25 janvier au 2 février 2014 à la Maison de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané à Ouagadougou. Pour réussir la décentralisation au Burkina Faso, le ministère en charge de l'administration territoriale dispose d'un plan d'action intérimaire pour la période 2014-2015. Le plan en question précise des actions urgentes à mener pour davantage ancrer la pratique dans les habitudes des Burkinabés. Le document a fait l'objet d'une discussion cette semaine à Koudougou. De quoi a-t-il été question exactement? La réponse avec Isaïe Parkouda sur place à Koudougou. Présenter le plan d'action intérimaire 2014-2015 et les recommandations issues de la 4e session de la Conférence nationale de la décentralisation. C'est tout le sens de la présente rencontre de Koudougou ce jeudi 23 janvier entre les premiers responsables du processus de décentralisation au Burkina Faso. À travers des exposés et des échanges, les participants ont fait le point des actions à mener dans le cadre de la planification des activités prévues dans le présent plan d'action. Il est bâti sur les axes du cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation, donc les 5 axes qui concernent la population sociale et politique du processus, le transfert des compétences et des ressources, le renforcement des capacités des acteurs, l'appui au développement local et le pilotage du processus. Le plan d'action intérimaire pour les 2 ans va coûter un peu plus de 99 milliards. Le plan d'action intérimaire 2014-2015 s'inscrit dans le cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation. Cet atelier devrait permettre aux différentes cellules ministérielles, à l'association des municipalités de Burkina Faso, à la société civile de s'approprier des documents présentés. Je voulais appeler l'ensemble des acteurs de la décentralisation à croire au processus et à s'y investir pleinement. Parce que c'est l'option politique du pays depuis 1991 pour son développement et l'ensemble des autres politiques se mènent à l'intérieur de ce processus de découpage du territoire. Ce n'est pas une affaire du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, c'est une politique du gouvernement et chaque acteur doit jouer sa partition. L'avant-projet d'action intérimaire a été validé le 15 novembre 2013 à la 4e session de la Conférence nationale de la décentralisation. Le Conseil des ministres du 8 janvier dernier a adopté le présent plan d'action. Isaïe Parkouda avec nos équipes de la RTV2 Centre-Ouest. Les architectes du Burkina utilisent des logiciels pour la conception de leurs projets. Mais entre la machine et l'homme, la prépondérance doit rester allumée pour éviter de graves erreurs. C'est pourquoi l'Ordre national des architectes du Burkina en est conscient et ils viennent former une 30aine d'architectes. Seydou Zon, Bouma Ernest Nédier.
Permettre aux spécialistes du bâtiment d'utiliser de façon optimum le logiciel Revit 2014, c'est la raison de cette première session de perfectionnement initiée par l'Ordre des architectes du Burkina. Pendant 5 jours, ces 33 architectes et techniciens de bâtiments ont pu découvrir toutes les fonctions de ce logiciel. Cette remise d'attestation marque la fin de la formation. La formation porte d'abord sur tous les outils du logiciel, de la saisie d'un projet avec un logiciel d'architecture, avec les ordinateurs, et de monter un projet dans sa globalité pour pouvoir ensuite produire et monter un projet d'architecture. On était toute la semaine sur Revit Architecture, qui est un logiciel de la société Autodesk. On a vu aussi Artlantis, qui est un logiciel d'image de synthèse. Cette formation rentre dans le cadre du programme d'activité du Conseil de l'Ordre pour le mandat en cours. Alors il fallait donc pouvoir assurer un séminaire qui permettrait donc de renforcer les capacités des architectes. Selon les apprenants, cette session de formation vient à point nommé. La formation Revit, je dirais que ça m'a apporté beaucoup de choses parce que, en premier lieu, c'est un logiciel que je ne connaissais pas. Je ne l'ai jamais utilisé et qu'à partir de cette formation, j'ai vraiment découvert la différence qu'il y a entre ce logiciel et celui que j'avais l'habitude d'utiliser, qui est Archicad. Parce qu'il y a beaucoup de facilités que ce logiciel nous offre, comparé au logiciel que je connais déjà. La formation a été financée par FAFPA dans le cadre du programme d'appui à la politique sectorielle d'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Le programme prévoit le renforcement des capacités de 130 architectes, techniciens bâtiments et maçons dans la région du centre. L'Union européenne capitalise à Kaya, dans le centre-nord, les acquis de 2 projets dont le premier concerne la promotion des constructions sans bois et la seconde la fabrication de la céramique par les femmes potières. Après 10 ans de mise en œuvre, il est important pour la délégation nationale de la Commission européenne de faire le point de ce qui a été fait et de ce qu'on peut en tirer comme meilleure pratique. Kadi Sanogo. Il y a 10 ans, l'Union européenne a cofinancé 2 projets dénommés DW. Il s'agit de la formation à la construction sans bois qui permet de satisfaire la majorité des besoins en matière de construction à l'aide des ressources humaines et matérielles locales et l'appui aux femmes potières pour la filière céramique afin de diversifier et développer leurs sources de revenus. L'objectif visé par cet atelier de capitalisation est de faire un bilan global de la mise en œuvre de ces 2 projets et de partager avec l'ensemble des parties prenantes les acquis et les leçons apprises à travers l'expérience du projet de collaboration entre les acteurs non étatiques et autorités locales et du projet d'adaptation au changement climatique. Nous avons eu l'accompagnement, nous avons eu l'adhésion de la population, nous avons eu l'appui des plus hautes autorités, donc des régions, des provinces et des collectivités, et aussi des bénéficiaires. L'Union européenne est satisfaite des 2 projets qui s'achèvent. On doit dire que les résultats qui ont été prévus ont tous été atteints. En parlant avec les bénéficiaires, les autorités locales et la société civile, on a appris que tout le monde est fortement content avec ce que le projet a fait. En général, je dois dire que l'appropriation de ces 2 projets par les bénéficiaires, par les autorités locales, a été vraiment impressionnante. Et quand on voit comment les maçons ont appris en 3 semaines seulement de faire cette construction, c'est vraiment impressionnant. Ces 2 projets ont concerné 5 provinces, le Soum, le Lorum, le San Matenga, le Seno et l'Oudalan. Ils vont permettre d'améliorer les conditions de vie de ces populations. Face au changement climatique, les hommes développent plusieurs options. Au Burkina Faso, à défaut de juguler cette mutation de la nature, le ministère des Mines et de l'Énergie a fait l'option de l'adaptation. Une option, mais pour aboutir à un plan national d'adaptation, il a convié différents acteurs travaillant dans l'exploitation énergétique pour une réflexion. Karim Namono.
Les changements climatiques au Burkina Faso, une triste réalité, le besoin croissant en énergie, une autre réalité. Alors, comment s'y adapter en améliorant ses conditions de vie? C'est la principale préoccupation de ces représentants de structures associatives, privées et publiques, dans les domaines de l'énergie. Au ministère des Mines et de l'Énergie, on a déjà des ébauches de réponses. Tout commence par les études, en tenant compte des caractéristiques telles que la température qui va varier, les vitesses des vents et autres facteurs. Et au niveau aussi de l'exploitation de nos équipements, et on en tiendra compte. Il faut forcément que les exploitants tiennent compte en fonction de l'environnement qu'ils vont vivre. Et par la suite, maintenant, l'élément qui est très important au niveau du comportement des consommateurs. Les consommateurs aussi doivent s'adapter. S'adapter au changement climatique en changeant de mode de vie, quitte à revisiter les méthodes ancestrales de construction des habitats. Quand vous partez au village, quand vous êtes dans une maison en paille, quand il fait chaud, vous rentrez, il fait frais. Donc ce sont des situations que nous devrions peut-être revoir et puis nous adapter en fonction des réalités. Cette réflexion est une option comme il en existe des centaines d'autres. Et les échanges de ce jour devront aboutir à un plan national d'adaptation au changement climatique. Et puis au ministère de l'Environnement, c'était les présentations de vœux pour les agents ce samedi. Le ministre Salif Ouedraogo et ses agents ont fait le bilan des activités et se sont souhaités des vœux de travail et des défis à relever pour 2014. Zalissa Sanfo. La page de 2013 se referme pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Mais avant d'ouvrir celle de 2014, Salif Ouedraogo et ses collaborateurs ont fait une halte. Le temps d'une cérémonie de présentation de vœux pour faire le bilan des activités menées et déterminer les grands axes pour l'année à venir. Ce ministère a travaillé à reverdir le Burkina Faso. Il a aussi œuvré entre autres pour une prise de conscience collective sur la nécessité de préserver l'environnement. Mon département a pu mener à bien les missions qui lui ont été confiées en 2013 et démarrer ou poursuivre des sentiers importants dans des domaines divers comme l'adaptation au changement climatique, l'inventaire forestier national, la gestion durable des terres, l'aménagement des espaces paysagers et de conservation, la promotion des produits forestiers non ligneux, la gestion de la faune et de son habitat. Ce département nourrit de grandes ambitions pour l'environnement et pour y arriver, il compte sur la prise d'un certain nombre de décisions par le gouvernement. Au titre des attentes pour 2014, on peut citer l'adoption de la loi sur le développement durable par l'Assemblée nationale, l'adoption par le gouvernement de la loi portant interdiction, l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi portant interdiction des sachets plastiques, ainsi que la mise en place d'unités de valorisation dans les grandes villes. Loin des bureaux, l'atmosphère est plus détendue et surtout empreinte de convivialité. De quoi esquisser des pas de danse. On évoque la naissance d'une nouvelle église. Son initiateur, un pasteur nommé Richard Sawadogo. Le but, gagner les challenges de sa génération par le Christ. Et de quelle façon Yolande Lompo tente une réponse. Ce nouveau bébé qui vient de naître a pour nom Église évangélique Vie Abondante. Cette église est située au 3e étage de la résidence Alice. Son pasteur principal n'est pas un inconnu, car il avait été consacré il y a de cela quelques années par le pasteur Mamadou Karambiri et compte apporter sa pierre à l'instauration d'une véritable adoration entre l'homme et le Père à travers l'abondance spirituelle. Nous avions commencé il y a de cela 12 ans. Aujourd'hui, la vision a grandi et a évolué à l'implantation d'une nouvelle église. Et cela est une croissance normale de la vision, mais c'est aussi un appel de Dieu avant toute chose. Parce que nous avons écouté Dieu et nous avons simplement obéi en mettant en place cette église. Il a dit, je suis le bon berger et je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Donc c'est vraiment la vie de Dieu qui se manifeste abondamment en nous et nous voulons apporter cette vie-là à d'autres personnes au travers de cette nouvelle église. Gagner beaucoup d'âmes au nom d'Élohim, telle est la mission assignée à ce berger.
Aussi, les trois parrains, tout en louant l'intégrité et l'attachement de l'homme à son créateur, lui ont prodigué des conseils. Le conseil que j'ai à donner à cette jeune église-là, c'est de servir dans l'intégrité. Dans l'intégrité et pour le meilleur devenir du pays. Nous pensons que ceux qui viendront ici recevront des leçons qui vont leur permettre d'être des bons citoyens en jouant le rôle de sel et de lumière pour leurs compatriotes. Outre la présentation de l'église, louanges et prédications étaient au menu de ce culte de lancement des activités de cette nouvelle église qui permettra certainement aux fidèles d'être des lumières pour leur génération, car, dit-on, la vie abondante est dans la révélation de la parole de Dieu et de la croix. Voilà qui met fin à cette édition.